Voilà. Alors bon, donc je suis tombé dans le piège, puisque et j'ai eu le bonheur et l'honneur de rencontrer Nicolas Pigas il y a presque 1 an et demi. Et tu m'avais envoyé un célèbre psychiatre, psychanalyste qui s'appelle Gérard Haddad, qui n'est pas mon cousin et qui a été le fils spirituel de Lacan et qui était venu m'interviewer. J'étais encore président de l'université, donc c'était en 2020, c'est ça, 2019, 20, 19. Et il a voulu qu'on parle de l'éducation. Et le thème, c'était l'éducation, c'est une histoire d'amour. Moi, je pense qu'on ne peut pas éduquer, transmettre le savoir, les connaissances, si on n'aime pas. C'est d'abord et avant tout une histoire d'amour. Si l'enseignant n'aime pas ses étudiants, si les étudiants n'aiment pas leur enseignant, l'école devient un calvaire. Vraiment un calvaire. Donc il faut qu'il y ait de l'amour. Et ce que je peux dire, c'est que je viens de prendre ma retraite, et donc le thème est pour moi très intéressant, le travail et la quête de sens. Je n'ai jamais eu le sentiment de travailler. Toute ma vie a été faite dans ce message d'amour que, dès la naissance, c'était la revue pour l'intelligence du monde que tu dirigeais à l'époque, et j'ai expliqué que tout mon parcours professionnel a reposé sur 3 verbes essentiels. Le premier, c'est apprendre. Le deuxième, c'est comprendre. Et le troisième, c'est transmettre. Je n'ai rien fait d'autre. Rien fait d'autre. Et donc, je n'ai jamais eu le sentiment d'un travail, un travail difficile, un travail... mes amphithéâtres, quoique mathématiciens, étaient même plus chargés que celui-là, parce qu'il y avait toujours un message, une tendresse, une émotion qu'il faut communiquer quand on enseigne. Un enseignant qui vient à reculons faire ses cours, moi je pense qu'on doit le décharger d'enseigner et surtout de traumatiser ces jeunes. Et avec Nicolas et Laurent, on a beaucoup parlé de ce que j'appelle la violence éducative. La violence éducative, et en particulier les mathématiques, sont utilisées pour humilier, rabaisser des jeunes qui ont des capacités énormes, mais qui, dès l'âge de 10 ou 12 ans, se sont complètement rétamés par le fait « tu n'es pas bon en maths, donc tu ne donneras rien dans ta future carrière ». Bon, ce n'est pas l'objet de mon propos, mais pour vous dire quand même que le travail et la quête de sens, ça va ensemble. Ça va ensemble et ça se construit dès les premières années de l'éducation. Et donc, quand j'ai abordé cette question, j'ai eu beaucoup de difficultés, parce que je ne suis ni un philosophe, ni un anthropologue, ni un sociologue, contrairement à mon ami Alon Rosen, qui dirige l'école des Ponts, qui est directeur de recherche à l'école des Ponts. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir sortir sur solubilité du travail dans la quête de sens et inversement. Ça, c'est très mathématique, et réciproquement. Donc j'ai passé 3 journées très difficiles, très difficiles. J'ai été fouillé chez Durkheim, Durkheim qui a parlé de l'anomie, l'anomie, c'est-à-dire cette perte de sens de repère avec un travail qui humilie, qui détruit la personnalité des gens, c'est ce que tu as dit, qui sont obligés de travailler non pas pour vivre, mais pour survivre, et qui sont très mal à l'aise dans le travail qu'ils accomplissent et qui perdent même le sens même de leur propre existence et de leur propre dignité. Alors j'ai revu Les temps modernes de Charlot, là aussi où on voit ce travail qui aliénant. J'ai relu Hannah Arendt et toutes sortes de Gramsci aussi, qui a beaucoup écrit là-dessus, ainsi que d'autres, Marx, etc. Bon, autant vous dire que je n'ai rien retenu, c'était trop compliqué pour moi. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais la notion de travail et de quête de sens, quand est-ce qu'elle prend sa dimension la plus importante et la plus historique? Tu as parlé de religion et d'histoire. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité et d'un peuple où la notion de travail et de sens et de quête de sens prend sa dimension la plus pleine, la plus primordiale? Et il se trouve que je viens d'une communauté, je ne le cacherai pas, je ne suis pas religieux, je suis juif de naissance, et dans 3 semaines, nous allons célébrer la Pâque juive. Or, la Pâque juive, c'est quoi?
La Pâque juive, c'est justement retrouver le sens de la vie et redonner au travail sa dimension émancipatrice. Et quand vous pratiquez cette fête, qui est à mon avis une fête universelle, toute la question du sens et du travail se trouve posée dès la première approche de ce qu'on appelle le récit de Pâques. Ça commence par une question qu'un enfant pose. Et dans cette question, il dit la chose suivante, il commence par une question. Qu'est-ce qui change cette nuit des autres nuits? Qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente des autres nuits? Eh bien, elle est différente parce que cette nuit, on se pose la question du sens de la vie et du sens du travail soluble dans l'existence. Et je considère, pour ma part, et on en avait parlé avec Nicolas, Moïse comme le déviant absolu de l'histoire de l'humanité. Voilà un homme qui était prince d'Égypte. N'est-ce pas, Laurent? On en a parlé, Laurent Drancourt, mon ami qui est là, et mon voisin, on en a parlé, qui était prince d'Égypte. Il avait tout pour lui. Et tout d'un coup, il découvre un peuple d'esclaves, les Hébreux. Bon, paraît-il qu'il en était issu, mais ça, peu importe, c'est l'histoire qui compte, c'est pas la vérité, c'est l'histoire. Et il découvre que ce peuple avait besoin de retrouver un sens à sa vie, à son existence. Et que va-t-il faire? Il va quitter les palais de Pharaon pour aller dans le désert. Son université, c'est le Sinaï. Et c'est dans le désert qu'il va chercher cette vérité et ce sens. Et comment faire le lien entre l'homme et le travail, entre l'humain et le travail, pour donner un sens à sa vie. Et à partir de là, j'ai même retrouvé un écrit de Durkheim qui dit que c'est grâce à la fête de Pâques qu'il avait compris la notion d'anomie, d'aliénation par le travail. Et c'est cette fête de Pâques qu'il célébrait dans sa famille qui lui a permis de développer sa théorie. Même chose d'Hannah Arendt, qui aborde ces questions et qui cite cette référence. Et alors, ce qui est très intéressant dans le message pascal que le Christ lui-même célébrait, la Cène, c'est le dernier repas du Christ pour célébrer cette fête, justement, qui a été immortalisée par Léonard de Vinci dans la Cène, cette fresque à nul autre pareil, à Milan, dans un couvent de Milan. Comment il s'appelait? C'est Notre-Dame de la Grâce. Voilà, c'est ça, Laurent? Oui. Bon, mais pour vous dire que là aussi, cette fête a une importance fondamentale parce qu'elle est fondatrice d'une humanité qui cherche à tout prix à comprendre son identité et le sens de son existence à travers le travail. Et je vais la célébrer en araméen, puisqu'on la pratique en araméen, c'est une langue que je pratique depuis l'enfance. Et dans cette fête, on explique que l'humanité a 4 étapes différentes, qui sont très importantes sur la notion de sens et de travail. La première étape, c'est la sagesse. Alors, je ne vais pas vous dire les termes bibliques. La sagesse, c'est-à-dire le savoir. Celui qui sait et qui met son savoir en harmonie avec ce qu'il est. Avec ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un travail qui est soluble dans le sens même de sa vie. Il a mis tout son savoir et toute sa sagesse au service de son identité, de son parcours, et il a trouvé un sens à travers le travail et le savoir qui est le sien. Bon, ça ne se fait pas à 5 ans, 10 ans, il faut des années et des années pour aboutir à cet état. Ensuite, vous avez la deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle du révolté. Le révolté, l'insoumis, le rebelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait, mais qui sait que le travail qu'il accomplit, son identité sociale, ne correspond pas à ce qu'il veut être, à ce qu'il est ou pense être. Donc il est dans la révolte. Il est dans la révolte et on le voit bien. Donc les déviations sont une façon de se révolter. Laurent l'a dit, certains deviennent céramistes, etc. Mais l'inverse est difficile. C'est-à-dire si tu es ingénieur, devenir céramiste, tu peux essayer de le faire. Mais je pense qu'un céramiste qui veut devenir ingénieur nucléaire à 40 ou 50 ans, ça va être difficile. Grâce à Romain, on a des gens qui apprennent le code.
qui apprennent le code de conduite. Le codage. Ah bon, j'ai eu peur. Bon. Très bien. Bon, bah écoutez, on va y travailler. Hein, C'est peu d'ingénieur nucléaire, ceci. Mais pour devenir médecin ou devenir, je ne sais, c'est difficile. Là, il faut des études longues, il faut aller à l'université, et notre système ne permet pas ou ne facilite pas ce genre de choses. Voilà, alors Georges, ce qui est très intéressant, parce que le temps malheureusement passe... J'ai fini. Hein. Non, mais moi j'aimerais t'entendre sur un point avant de laisser la parole à Romain, parce que comme Laurent l'a dit, il y a d'autres méthodes aujourd'hui, notamment auprès tous les acteurs du digital, qui transforment beaucoup de métiers et qui donnent un autre sens, qui permettent de donner aussi un autre sens au travail. Tu as des mots assez durs dans la tribune que tu nous as accordée dans le magazine, hein, le MOOC, sur notre système éducatif qui est quand même important. Tu dis que notre système éducatif doit faire sa propre déviation. En gros, je résume ta pensée. Les professeurs aujourd'hui sont formés pour s'adresser à des jeunes d'une vingtaine d'années, mais ne sont pas formés pour aider des personnes qui voudraient reprendre des cursus universitaires à 40, 50 ans, c'est-à-dire à des âges ou 60 ans. Voilà. Donc ça, c'est un thème que je trouve... si tu peux dire un mot sur cette thématique-là, donc sur la faille du système éducatif à ce niveau-là, et tu appelles même le système éducatif, tes paroles ont d'autant plus de sens que tu as été 2 fois président de cette grande maison, en disant que doit faire sa propre déviation. Et après, on verra qu'il y a un autre modèle de formation qui est beaucoup plus souple aussi, qui permet davantage d'agilité. Très bien, je vais y venir. Alors je termine. Hein. Donc il y a le révolté. Ensuite, vous avez la 3e étape qui est l'immense majorité de nos frères humains. C'est les gens soumis, les timides. Ils savent plus ou moins, mais ils doutent de tout. Et ils n'ont même pas la capacité à se révolter, ils subissent leurs conditions. Et puis vous avez la dernière étape, bon je vais très vite, qui est décrite dans le texte comme celui qui ne sait même plus poser de questions. C'est-à-dire qu'il a perdu le sens de son humanité. Il ne sait même plus poser de questions. Qui suis-je? Que fais-je? Pourquoi? Etc. Et c'est l'état dans lequel était le peuple hébreu à l'époque de Moïse. Donc il a fallu qu'il reprenne l'éducation et qu'il mette en place un système éducatif. Il a été avant tout un éducateur pour les reformer à reprendre les différentes étapes avec les résultats qu'on sait, qu'on peut reprendre, etc. Alors maintenant, notre système éducatif face à cette majorité de gens, moi j'ai plein de jeunes qui viennent à l'université à contre-cœur, qui ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'université dans ces filières. Le système secondaire en France est catastrophique. Il est devenu catastrophique. Le bac se passe trop tôt, les temps éducatifs sont raccourcis, les contenus sont complètement déviés et dévoyés, et les enseignants n'ont plus le niveau qu'avaient les enseignants de l'époque bénie, ces hussards de la République qui prenaient le temps d'accompagner les jeunes au plus haut niveau dans tous les domaines, du primaire au secondaire, etc. Aujourd'hui, l'éducation est devenue une valeur marchande, c'est devenu un commerce. Regardez le modèle anglo-saxon qu'on essaye de nous imposer. C'est d'abord une affaire commerciale. Beaucoup de jeunes vont en Angleterre pour commencer leurs études. Ils payent très cher maintenant. Et après, pour faire un master, ils ont beaucoup de mal à trouver de place, et en Angleterre, et dans les pays anglo-saxons, et ils se rabattent sur le système français. Donc là, cette violence éducative, moi je la vis en permanence face à des jeunes qui sont en souffrance totale. Vous savez que les taux de réussite à l'université en première année, c'est combien à peu près de ceux qui rentrent après Parcoursup, etc. 30%. 30%. C'est-à-dire 70% d'échecs. Comment allez-vous gérer cela? Comment allez-vous leur donner confiance en eux-mêmes et dans la vie qu'ils vont entamer? Beaucoup choisissent des voies parce qu'on les a condamnés à aller vers ces voies et pas vers d'autres voies, en leur disant « tu ne seras jamais ceci ou tu ne seras jamais cela » à l'âge de 12 ans, 13 ans. On condamne des jeunes à 12, 13, 14 ans. Et combien de mes camarades qui ont fait des études très brillantes, polytechniciens, normaliens, etc., sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils me disent « c'est pas ce que je voulais faire ». Et j'ai subi des pressions parfois familiales, souvent au niveau de l'école,
on leur a dit, toi, tu feras Polytechnique, tu feras Normal Sup, tu feras Sciences Po, tu feras l'ENA, mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Alors c'est vrai que certains vont vers des métiers manuels, de l'artisanat, les très beaux métiers, ceux qui permettent de voir ce qu'on fait avec ses mains, avec sa tête. La plupart d'entre eux ne savent même pas pourquoi ils sont là, etc. Et notre système éducatif n'a pas cette capacité à les accueillir de manière cohérente et performante.